Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je sais pas pour vous, mais ici le Pumpkin Autumn Challenge bat son plein et on se régale, sauf que je ne sais pas si vous vous rappelez de la palle que je vous ai présentée pendant 20 minutes il y a moins de 2 semaines de ça. C'est-à-dire qu'elle est encore intacte. Oui, intacte. Bon, on pourra se lancer dans une psychanalyse littéraire pour savoir ce que ça peut bien vouloir signifier, mais en attendant, je vous propose qu'on se fasse un petit update lecture. Autant vous prévenir tout de suite, mes lectures en ce moment se résument principalement à des ouvrages graphiques, type manga, BD, romans graphiques, et si vous n'aimez que les romans, je vous conseille de rester quand même pour les 2 prochains livres que je vais vous présenter, parce que ça va vous intéresser. Le premier livre que je veux absolument vous présenter s'appelle Un automne à Kyoto. Il est écrit par Karine Resset et publié à l'école des loisirs, dans une édition qui est absolument immonde, j'en conviens, mais c'est la seule qui est disponible. Si je tiens absolument à vous le présenter, même si je l'ai lu il y a de ça quelques semaines maintenant, c'est parce que, notamment parce que automne est dans le titre, n'est-ce pas, mais aussi parce que c'est une très belle lecture et que ça aurait été dommage de passer à côté. Dans cette histoire, on va suivre Margot, une jeune adolescente qui va s'expatrier à Kyoto avec son père et sa petite sœur pendant 4 mois. Durant ce voyage, notre héroïne va être confrontée à tout un tas de situations qui vont clairement la faire sortir de sa zone de confort, entre le choc culturel, une situation familiale qui est pas franchement au beau fixe, la rencontre avec un photographe bien plus âgé qu'elle et voilà, tout un tas de situations qui sont souvent très poétiques, qui font l'objet d'estampes, de dessins. Ce livre, il m'a vraiment beaucoup touchée puisqu'il dépeint déjà à merveille l'état adolescent et ses tourments, ses contradictions, ses faux semblants parfois. J'ai trouvé ça extrêmement juste dans le ton, mais aussi dans la forme, puisque c'est un carnet journal intime dans lequel vous pouvez retrouver des croquis, des extraits de livres que l'héroïne feuillete, vous avez aussi des haïkus, voilà, c'est tout un tas de références intertextuelles qui sont vraiment très bien choisies. Entre une plume et un ton très parlant, très actuel et très touchant, vous avez aussi le portrait d'une héroïne tout en finesse, en nuance, en contradiction, qui m'a beaucoup plu. Vous avez aussi des tableaux de vie qui sont vraiment parlants, très doux, amers, entre le mal du pays, l'attrait de la nouveauté et puis tous les sentiments adolescents qui peuvent venir se greffer au milieu. C'est vraiment un très chouette roman qui vous donnera sûrement envie de vous plonger dans d'autres ouvrages qui parlent du Japon, parce que clairement moi ça m'a donné de furieuses envies de voyage. Si on reste dans les romans, je vais vous présenter le seul que j'ai lu ce mois-ci, parce que depuis le 10 août je n'avais lu que des mangas ou des romans graphiques, n'est-ce pas? Et pour le coup je pense que vous voyez très clairement où je veux en venir avec ça, puisque je vous bassine avec ce titre depuis 2 ou 3 vidéos au moins. Évidemment, En nous beaucoup d'hommes respirent de Marion Muraille, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Dans cette saga familiale autobiographique proposée par mon autrice de littérature jeunesse favorite, nous allons suivre le destin de plusieurs personnages de son arbre généalogique depuis 1910, donc la Grande Guerre, jusqu'à la vie intime et secrète de l'autrice elle-même. Voilà, donc ce sont toute une galerie de personnages, d'époques, d'intériorité et de souvenirs qui nous sont proposés ici, avec une grande pudeur et en même temps une vraie honnêteté. Pour tout vous dire, je ne pensais pas en apprendre autant de manière aussi crue et sans filtre de l'intériorité de l'autrice, puisque même si pendant qu'elle nous parle de ses parents et de ses arrière-grands-parents, Marion Muraille est quand même très effacée et laisse la part belle vraiment à ses personnages du passé, petit à petit elle va se réapproprier le récit pour décortiquer avec nous les rapports qu'elle pouvait entretenir avec ses parents, ses frères et sœurs, et également sa découverte de la sexualité, sa découverte de la vie de couple, du mariage, de la maternité, et toutes ces problématiques vont s'entrecroiser de réflexions autour de la mémoire, du souvenir, de l'impact qu'ont les personnages de notre passé sur notre vie. C'est une partie qui m'a vraiment beaucoup intéressée, même si je suis restée parfois un petit peu interdite face à la violence et à cette espèce de dichotomie profonde que peut exprimer l'autrice, notamment quand elle découvre la sexualité. Moi j'étais un petit peu démunie en la suivant, parce que ce ne sont pas des problématiques auxquelles j'ai été confrontée et que j'avais parfois du mal à comprendre la noirceur ou la violence des sentiments exprimés. Du coup, cette lecture a été bien plus challengeante que ce à quoi je m'attendais. Pour tout vous avouer, j'ai parfois eu du mal à m'accrocher parce que le rythme très alangui et très inégal et fluctuant m'a parfois un petit peu dérangée. Et ce livre qui est quand même relativement court puisqu'il fait quoi à peu près 400 pages environ, il m'a duré quasiment pendant 10 jours, ce qui est quand même assez long pour moi en tout cas. Je pense en toute franchise que si ce n'avait pas été écrit par Marion Muraille,
Muraille, ce livre me serait très clairement tombé des mains, mais l'humanité et la franchise instaurée par l'autrice créent vraiment une véritable connivence avec le lecteur, et c'est avec presque une admiration dévote que je suis arrivée au bout de ce roman. Vous l'aurez peut-être deviné, mais du coup je ressors quand même relativement mitigée de cette lecture parce que c'est une autrice que j'adore, c'est un roman qui est quand même bien construit, qui est très intime et personnel, honnête, franc, et ça je ne peux qu'applaudir, mais c'est vrai que le rythme et la violence de certains sentiments m'a parfois déroutée au point de me dire que quand même, si ce n'était pas un Marion Muraille, ça n'aurait pas franchement été une lecture inoubliable. Bon, la littérature c'est terminé, on passe tout de suite au manga. Et pour le coup, dans ce domaine, j'ai quand même 3 titres assez différents à vous présenter, en commençant par Good Night, I Love You, écrit par John Tarafin et publié aux éditions Akata. Dans cette histoire, nous allons nous attacher à suivre le quotidien de Daiki, un jeune homme qui vient tout juste de perdre sa maman des suites d'un cancer absolument foudroyant. Avant de quitter cette terre, sa maman lui a confié quand même une mission qui est d'aller annoncer son décès à des amis à elle qui vivent à Londres. Et pour le jeune homme qui est assez introverti, qui n'aime pas trop se mêler aux gens et qui n'est jamais sorti de son Japon natal, cette dernière volonté pourrait bien être la mission un peu de trop quoi. Il a clairement peur qu'elle l'ait surestimée, il va avoir du mal à se lancer dans cette aventure, surtout qu'il doit mener cette entreprise aux côtés de son frère qu'il n'a pas vu depuis des années et qui ne s'était même pas donné la peine de se déplacer au moment du décès de leur mère. Donc voilà, vous savez, cette rancœur, cette colère, cette rage, doublée à un chagrin immense, à un sentiment de solitude abyssale, et de l'autre côté vous avez du coup ce voyage en Europe qui risque bien de le pousser dans ses retranchements. J'ai mis un petit peu de temps à m'approprier ce récit parce que le trait est quand même assez particulier et surtout parce que la narration est assez brouillonne et saccadée, mais passé le premier tiers qui prend vraiment le temps de présenter les personnages, les dynamiques qui se jouent et les enjeux qui vont se nouer, on va vraiment finir par rentrer dans le vif du sujet, et c'est un récit très poignant, très juste sur la déconstruction, sur le deuil, sur le rapport à soi, aux autres, le pardon, la rédemption. Voilà, vous avez tout un tas de sujets qui sont somme toute assez classiques, mais qui sont vraiment bien abordés avec justesse, avec émotion et en même temps sans grand pathos, et c'est vraiment un manga que je vous conseille très fortement. En tout cas, moi j'ai hâte d'être cet hiver pour découvrir la suite. Et je vous propose qu'on reste dans cette ambiance un petit peu familiale, douillette, mais beaucoup moins dramatique, avec mon dernier coup de cœur en date qui m'a vraiment chamboulé et charmé de bout en bout, qui n'est nul autre du coup que Our Dining Table de Horimita, publié aux éditions Taifu. Dans cette histoire, on va suivre le solitaire Yutaka, qui est un jeune travailleur de 24 ans, mis vraiment en marge dans son entreprise parce que les gens ne veulent plus déjeuner avec lui, parce que le jeune homme est quand même assez introverti, assez secret, timide. On voit clairement qu'il ne prend pas plaisir à parler aux autres, il n'arrive pas à s'ouvrir, et ce côté un petit peu taciturne ou maladroit va malheureusement lui coûter cher puisque les gens ne l'invitent plus, donc il mange seul, il vit seul, il n'est que solitude, jusqu'au jour où un midi il va aller se poser dans un parc pour manger les onigiri qu'il s'est préparés, et un petit garçon affamé va venir lui tenir la jambe, va se nouer quand même un petit lien d'amitié entre les deux, et en fait le petit frère s'était un peu sauvé du supermarché dans lequel l'attendait son grand frère, qui va du coup débouler un petit peu vénère. Yutaka va un petit peu prendre peur face à ce grand échalas qui a l'air assez brut de décoffrage, mais pour remercier Yutaka de s'être occupé de ce petit frère, l'aîné va du coup lui proposer de venir partager un repas chez eux pendant le week-end, et ça va être le début d'une très belle histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais alors ce récit est vraiment une guimauve, un doudou que j'ai hâte de pouvoir relire parce que c'est un one shot, donc du coup une fois que c'est fini, mais tout est vraiment tendre, juste, bien dosé, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de choses qui vont trop vite, pas assez vite, le rythme vraiment est parfait, le trait est très beau, moi personnellement je me suis régalée de bout en bout, c'est très pudique, c'est très intimiste, et la galerie de personnages est remarquable, j'ai adoré, et je ne peux que vous inviter à vous pencher très sérieusement sur ce titre. Et pour terminer avec le côté tranche de vie complètement bouleversant, je vous propose un titre qui m'a également beaucoup plu, qui n'est nul autre que Le vieil homme et son chat, qui est écrit par Nekomaki et publié chez Casterman. Dans cette histoire, on va suivre l'ancien instituteur du village qui est malheureusement veuf depuis 2 ans et qui n'a que pour seule compagnie celle de son gros chat gourmand. Ne vous laissez pas non plus complètement abuser par le trait très enfantin qui vous est proposé ici, puisque au travers d'un style
très simple, très accessible et vraiment très joli, moi qui me rappelle un petit peu l'aquarelle, mais qui est intégralement réalisé au feutre. Vous allez suivre le quotidien de ce bonhomme et des habitants qui gravitent autour de lui, et de manière très douce, très concrète, mais qui aborde aussi sans phare le deuil, la maladie, voilà, la solitude, la vieillesse, les liens parfois un petit peu ténus entre des parents et les enfants qui ne daignent pas forcément passer beaucoup de temps. Voilà, vous avez un côté très mélancolique, doux, amer, mais très réussi que je vous conseille vraiment chaudement. Je ne m'attendais pas à une telle profondeur dans ce récit et j'ai été absolument charmée par le trait, la couleur, les galeries de personnages proposées et les morceaux de vie choisis qui permettent vraiment une vraie réflexion, une vraie immersion dans ce quotidien, dans les traditions japonaises, dans ce récit humain vraiment chaleureux. Dernier manga que je tenais absolument à vous présenter, et pour le coup on change diamétralement d'ambiance avec Signal 100 qui est écrit par Arata Miyatsuki et dessiné par Shigure Kondo, publié chez Delcourt Tonkam, et qui raconte l'histoire d'un prof complètement maltraité par ses élèves qui va péter un câble, c'est le cas de le dire, puisqu'il va les convoquer dans une salle dans laquelle il va projeter un film qui va avoir pour conséquence de les hypnotiser et d'inscrire dans leur cerveau 100 signaux qui, une fois déclenchés, poussent les lycéens à se suicider. Oui, je vous avais dit qu'on changeait d'ambiance et là on peut pas faire plus différent. J'ai pas spécialement envie de vous dire grand chose de plus sur ce manga si ce n'est que c'est quand même très sanglant, mais ça on peut s'y attendre, mais que cette ambiance huis clos est quand même follement efficace, très anxiogène et que j'ai hâte d'avoir la suite puisque derrière cette débâcle de violence il y a quand même des messages et des réflexions qui sont pertinentes et le traitement psychologique des personnages n'est pas dégueulasse non plus. J'ai hâte de voir ce que cette saga en 4 tomes peut nous réserver. Et je vous propose de clore cette lecture sur un comics qui n'est nul autre que le premier tome de Hillbilly écrit par Eric Powell, publié toujours chez Delcourt. Dans cette histoire, on va suivre les pérégrinations d'un chasseur de sorcières, démons et autres créatures maléfiques qui est armé d'un coutelas volé dans la cuisine du diable lui-même et accompagné d'un ours géant qui parle. Voilà, rien que ça. Ce comics est découpé en différents chapitres qui proposent chaque fois une aventure différente de notre héros, de sa mythologie personnelle à sa chasse aux sorcières. Vous avez tout un tas de possessions violentées, trahisons, conflits entre sorcières, etc. Je me suis vraiment régalée. L'univers graphique, ça m'a quand même fait un petit peu penser à Croque-Mitaine, qui était un univers très sombre mais extrêmement beau que je vous recommande chaudement. Et alors là, cette lecture dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'est vraiment une valeur sûre. Je me suis régalée, même si le récit est un petit peu lent et que certaines scènes manquent un petit peu de souplesse, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à découvrir ce comics et je suis sûre de lire la suite. Et voilà, cet update lecture touche déjà à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que le côté graphique ne vous aura pas trop dérangé, voire même qu'il vous aura donné envie de sortir un petit peu de votre zone de confort. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, quelles sont les petites pépites qui ont rejoint votre bibliothèque et qui ont su vous charmer. En attendant de vous lire, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!